et à tous. Alors, je pensais dire quelques mots de présentation sur le film avant que vous le voyiez pour vous donner quelques clés de compréhension et de réflexion, mais je vais le faire maintenant. Et avant cela, si vous me le permettez, juste deux mots aussi pour vous dire d'où je parle, puisque je crois que nos points de vue ne seront pas les mêmes et je l'espère seront complémentaires. Donc, comme Frédéric Faure vous l'a dit, moi je suis professeur en histoire du cinéma, donc rien à voir avec vos métiers ou futurs métiers. Donc mon regard forcément va différer du vôtre et l'idée ça va être de discuter des thématiques du film selon, on va dire, mon point de vue, qui sera celui du cinéma, de l'image et du son, mais bien évidemment aussi en interaction avec vos propres réflexions sur ce film. Alors, pour entamer la discussion, et puisque j'ai prévu un petit PowerPoint aussi pour nous permettre de dialoguer autour des images, je vais vous donner les quelques mots de présentation que je pensais faire en amont. Je vais vous le faire maintenant. Alors, c'est souvent un petit peu un cliché quand on fait de l'histoire des œuvres, que ce soit les œuvres littéraires ou cinématographiques, d'essayer d'expliquer le film en revenant sur la biographie de son auteur. C'est un peu une tarte à la crème. Mais bon, en l'occurrence, on peut difficilement s'en dispenser avec Truffaut, puisque vous allez le voir, ce film est intimement lié aux événements de sa vie, de sa toute première jeunesse. Donc, pour le coup, il me semble que c'est tout à fait nécessaire. Alors, je vais à la fois vous donner quelques mots pour contextualiser le film, le replacer dans le contexte de création de l'époque, et quelques mots sur la vie de Truffaut également. Alors, Truffaut, pour le situer dans le temps, il est né en 1932. C'est-à-dire qu'il est tout jeune quand il réalise donc, ce premier long métrage. Il a 27 ans. Donc c'est un tout jeune réalisateur. Le film, alors vous avez vu, l'hiver est très présent, les paysages hivernaux, que ce soit à Paris ou que ce soit dans la Normandie. Donc le film est tourné effectivement pendant l'hiver 58-59. C'est le premier long métrage de François Truffaut, mais auparavant, il a quand même eu quelques expériences de cinéma puisqu'il a réalisé des courts-métrages, pour certains peu connus, comme Une visite par exemple. Maintenant, c'est édité en DVD, mais c'est des films qui ont longtemps été oubliés. Et puis, un petit peu plus connu, Les Mistons, en 1957. Du coup, je ne m'y attarde pas. Alors, François Truffaut, j'imagine que vous le savez aussi, est vraiment l'un des porte-drapeaux d'un courant cinématographique qu'on appelle la Nouvelle Vague. Donc, je vous en dis deux mots aussi pour comprendre ce que ce film peut avoir de révolutionnaire à l'époque, de par ses thématiques, mais de par sa forme également. On présente souvent les longs métrages, les premiers longs métrages des réalisateurs de la Nouvelle Vague comme des premiers films tout court, premières expériences cinématographiques. Ça, c'est pas tout à fait vrai. Il y a bien chez les réalisateurs de la Nouvelle Vague, dont François Truffaut fait partie, un apprentissage du cinéma, mais cet apprentissage tranche avec celui des générations précédentes. C'est ça qui va faire toute la différence. Je vous l'ai dit, l'apprentissage pour Truffaut se fait par le court-métrage. Il réalise quelques courts-métrages auparavant, mais cet apprentissage au cinéma, il se fait aussi par la critique, l'écriture critique. Et notamment en participant à une revue qui existe encore aujourd'hui, qui est la grande revue historique cinéphile en France, c'est Les Cahiers du cinéma. Sa plume au Cahier du cinéma, et vous verrez pourquoi je vous le dis tout à l'heure, sa plume est très féroce. Truffaut est quelqu'un qui écrit très bien, et au passage, vous avez vu comment l'écriture est toujours très importante dans le cinéma Truffaut. On voit là Antoine Doinel qui, à plusieurs reprises, essaie d'écrire. On pourra y revenir si vous voulez. Voir qu'il plagie sans le savoir. Donc l'écriture est centrale vraiment dans l'univers de Truffaut. Demain, dans L'Enfant sauvage, évidemment aussi avec le journal d'Itard. Donc cette activité critique, elle a été première et elle a été vraiment très très importante dans ces années de formation intellectuelle de Truffaut au Cahier du cinéma. En 1953, notamment, il écrit un article, je vous dis, d'une férocité assez incroyable, qui s'appelle « Une certaine tendance du cinéma français ». Qu'est-ce qu'il y a dans cet article? Cet article, c'est ni plus ni moins qu'une attaque en règle de toute l'ancienne génération, des réalisateurs en place et des scénaristes en place. Alors c'est vrai que le cinéma français des années 50, donc pré-Nouvelle Vague, la Nouvelle Vague arrive donc en même temps que le film que vous avez vu, donc à la toute fin de la décennie,
Les réalisateurs en place sont des réalisateurs souvent qui font des films depuis les années 30. Donc il y a une grande permanence dans ce cinéma français et dont on a tendance à penser que c'est un cinéma qui ronronne, un cinéma très bien fait, hein, avec des très grands techniciens, des très grands scénaristes, mais qui ont l'habitude de faire grosso modo la même chose depuis une vingtaine d'années. Et Truffaut est vraiment, parmi les critiques de l'époque, l'un des plus féroces et il va littéralement se mettre à dos les milieux du cinéma avant même lui-même de devenir réalisateur. Alors, qu'est-ce qu'il reproche notamment à cette génération? Donc je vous dis, bon, un manque d'imagination qui tient au fait de pratiquer le cinéma depuis longtemps, mais ce que lui et puis ses comparses des cahiers du cinéma critiquent aussi, c'est beaucoup la lourdeur des tournages, le fait que le cinéma se fait de façon très conventionnelle, avec des équipes très lourdes, avec des acteurs qui doivent répéter sans jamais improviser, qui du coup perdent tout naturel, avec des mouvements de caméra qui sont hyper calibrés, et finalement un tournage sur lequel il ne se passe rien. Tout se passe en amont, tout se passe au moment de l'écriture, et le tournage finalement est le moment de la mise en place, si vous voulez, mais sans aucune révélation. Alors que pour les 400 coups, évidemment, tout va être très différent. Donc la jeune génération dont fait partie Truffaut, et puis alors on peut donner d'autres noms, vous les connaissez, Jean-Luc Godard, hein, c'est la même génération, et c'est l'équipe des cahiers du cinéma, Claude Chabrol, et vous avez vu que le petit clin d'œil dans la cour de récré, il y a un élève qui s'appelle Chabrol qui chahute, et le maître Petitefeuille le réprimande. Donc Godard, Chabrol, Jacques Rivette. Rivette, c'est le réalisateur de Paris nous appartient, le film qu'Antoine va voir avec sa famille. C'est précisément le film d'un de ses collègues de la Nouvelle Vague, et Éric Rohmer. Donc tous ces critiques-là, hein, donc tous ces réalisateurs ou futurs réalisateurs qui sont critiques dans les années 50, entendent défendre un cinéma aux pratiques totalement renouvelées, un cinéma beaucoup plus proche de la vie, un cinéma également beaucoup plus proche que ne l'est le précédent, des préoccupations de la jeunesse des années 50. Je ne sais pas quelle est votre cinéphilie, si vous connaissez le cinéma des années 30, 40, 50, mais il y a très peu de jeunes dans ce cinéma-là. C'est un cinéma de stars, avec, les années 30 c'est un peu différent, mais plus le temps passe, plus il y a des acteurs en place, et finalement la jeunesse a très peu de place, elle est très peu représentée. Donc ce n'est pas seulement leur programme cinématographique à la Nouvelle Vague, hein, ce n'est pas seulement une question d'écriture, de thématique, mais c'est aussi, hein, ils entendent révolutionner le cinéma en termes de mise en scène. Avec en amont au casting le choix de nouveaux visages, et là vous avez, si votre cinéphilie vous porte à ça, hein, vous voyez qu'effectivement ce sont des acteurs très peu connus, et bien évidemment la grande révélation du film, c'est Jean-Pierre Léaud qui joue Antoine, hein, l'alter ego de François Truffaut. On voit également passer Jean-Claude Brialy qui cherche le chien de la belle dame, hein, qui est à l'époque aussi un jeune premier, quelqu'un qui est justement en pleine révélation dans ces années-là. Et la belle dame qui a perdu son chien, c'est Jeanne Moreau. Donc tout ça, ça fait partie des nouveaux visages, hein, qui émergent dans ces années-là et qui sont portés par ce cinéma de la Nouvelle Vague auquel Truffaut participe. Alors, ce programme, hein, et cet amour du cinéma, ce programme pour un cinéma renouvelé, n'est pas antithétique non plus, ça faut bien comprendre, avec un amour du cinéma qui excède ce qu'on va appeler la modernité. Truffaut et ses acolytes sont des gens qui ont été formés à un cinéma plus classique, et ils aiment ce cinéma classique. Et parmi les grandes références de Truffaut, l'un de ses réalisateurs fétiches, c'est Alfred Hitchcock, chez qui il va puiser pas mal d'éléments, notamment pour filmer des scènes de suspense. Alors on pourrait en parler là, mais je ne pense pas que ce soit fondamental. Mais par exemple, si vous êtes là demain après-midi, hein, il y a une scène qu'il a filmée dans L'Argent de poche, où il a emprunté sa méthode à Hitchcock. Et comme Hitchcock, alors autre petit clin d'œil aussi, si vous connaissez le visage de François Truffaut, à la fête foraine, quand Antoine va dans le rotor, vous savez ce cylindre-là qui tourne de plus en plus vite et qui lui fait remonter, ne sentant plus la gravité, il y a François Truffaut qui participe aussi, qui est présent dans ce rotor, qui fait une micro-apparition, exactement comme Hitchcock faisait des apparitions aussi dans chacun de ses films. Vous voyez que le film, comme ça, est parsemé d'un clin d'œil qui sont la culture cinématographique de Truffaut, soit sa culture ancrée, ancienne, soit également le bain culturel dans lequel il gravite. Alors, j'essaie de faire un petit peu plus vite du coup. Alors,
Pour en venir précisément au film, après ce contexte, hein, ces éléments-là de contexte qui nous permettent de voir qu'il y a vraiment un projet pour renouveler le cinéma, le refonder en quelque sorte avec un film comme Les 400 coups. Au départ, le film lui-même, il est censé être un court-métrage. Je vous ai dit que Truffaut en avait fait quelques-uns auparavant. Eh bien, au départ, l'anecdote de départ est prévue pour un court qui doit s'appeler La fugue d'Antoine. On comprend pourquoi maintenant qu'on a vu le film. Ce film est nourri alors à la fois d'éléments biographiques et d'anecdotes dont Truffaut ne cesse de remplir ses carnets. C'est quelqu'un qui adore les faits divers, c'est quelqu'un qui adore lire les journaux, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute aussi des histoires qu'on lui raconte, et il nourrit ses carnets comme ça de séries d'anecdotes sur l'enfance, évidemment l'enfance qui est un âge qu'il adore et qu'il filmera plusieurs fois, comme Frédéric Faure l'a dit tout à l'heure. Et si je vous dis ça, c'est que certaines de ces anecdotes qui sont déjà dans les carnets de Truffaut, donc dans les années 56, 57, 58, eh bien ces anecdotes, il ne va pas les tourner pour les 400 coups, mais ces anecdotes, il les utilisera pour l'argent de poche. Ce qui nous dit bien, donc en 76, hein, le film de Demain après-midi. Donc ce qui nous dit bien que c'est vraiment une réflexion au long cours et un univers extrêmement cohérent que celui de Truffaut. Alors le film, donc on a dit Truffaut et ses acolytes s'en prennent au cinéma en place. Malgré tout, ce n'est pas du cinéma artisanal. Ça reste un cinéma avec des moyens professionnels, certes allégés, mais quand même avec des moyens assez importants. Pour faire ce film, Truffaut fonde sa propre société de production, qui est Les Films du Carrosse. Si vous avez été attentif au générique, je sais qu'on ne lit pas souvent les génériques de films, mais on y apprend plein de choses. Le film est coproduit par Les Films du Carrosse et une autre société de production. Alors ça coûte évidemment beaucoup d'argent de faire un long métrage à l'époque. Si Truffaut peut fonder sa société de production et peut coproduire ce film, il faut le dire aussi, là aussi un autre élément biographique, c'est que son épouse est la fille d'un très célèbre distributeur de l'époque, Ignace Morgenstern, qui est à la tête de la société Cosinor, qui distribue le film. Donc on voit que Truffaut, clairement, il est critique, il a déjà fait du court-métrage, il est marié avec la fille d'un professionnel, il baigne littéralement dans le milieu du cinéma. J'insiste là-dessus, vraiment pour tordre le cou avec cette idée qu'on entend un peu trop souvent que la nouvelle vague, c'est des gens qui vont révolutionner le cinéma d'un premier coup comme des artisans, comme des artistes qui arriveraient sans rien connaître. Pas du tout, c'est quand même des gens qui sont déjà très en place, ça il ne faut pas l'oublier. Alors, le film parvient, donc il est tourné, je vous le disais, pendant l'hiver 58-59. Il est tourné en décor réel, dans Paris et en Normandie. Et le film va être présenté à Cannes en 59. Et là, petite ironie du sort, 1958, l'année d'avant, François Truffaut avait été interdit de festival de Cannes. Pourquoi il avait été interdit de festival? Justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'il est tellement féroce dans ses articles, il est tellement méchant avec les professionnels du cinéma français, qu'il y a une cabale qui s'est formée contre lui. Et donc, en 58, il est carrément interdit de se rendre sur le festival en tant que journaliste. 59, vous imaginez comment il est attendu au tournant. Il doit présenter son premier long métrage devant notamment des professionnels qu'il conspue depuis des années. Et là, c'est un sacré pari, mais le pari est gagné. Le film va être un succès phénoménal. On connaît des images où à la fin de la projection, Jean-Pierre Léaud est levé comme ça en ovation et tous les gens se lèvent et applaudissent. Donc pour le coup, là c'est vraiment un coup de maître que réussit Truffaut, mais vous voyez comme c'était quand même culotté. Il était vraiment dans une situation très compliquée. Alors au niveau personnel, pour s'approcher toujours un peu plus du film et comprendre ce lien très étroit entre la vie de Truffaut et ce qu'on trouve dans Les 400 coups. Truffaut, lui, dans ses entretiens, si vous les lisez, à l'époque, il a tendance à nier le côté autobiographique. Il dit « moi, ce que j'ai voulu faire, c'est un récit universel sur l'enfance. Voilà, peu importe finalement ce que j'ai vécu, mon intention, c'est que chaque spectateur s'y retrouve. » Mais il n'empêche qu'il y a quand même des éléments de sa vie qui sont repris trait pour trait. Alors, ses parents d'ailleurs, quand ils verront le film, vont se brouiller avec lui. Ils ne se perdront pas de vue, mais ils seront très fâchés pendant des années. Alors Truffaut, comme Antoine, donc dans le film, est effectivement un enfant non désiré que sa mère a eu hors mariage dans sa jeunesse, et il ne porte le nom de Truffaut que parce qu'il a été reconnu
par le mari de sa mère, Roland Truffaut. Mais son père, lui, pendant des années, lui a été totalement inconnu. Il était né de père inconnu. Donc c'est aussi cet enfant d'une fille mère, comme Antoine le dit dans le film. Donc Roland Truffaut épouse sa mère et le reconnaît. Et c'est à l'adolescence, exactement comme Antoine, qu'il va apprendre la vérité. En réalité, en fouillant dans les archives du père, c'est assez tragique, je vous raconte juste l'anecdote, mais c'est quand même à la fois assez beau et assez tragique. En fait, il cherche dans les cahiers, les archives de son père, dans ses journaux intimes, il cherche à la date de sa naissance. Et il se rend compte qu'il y a juste une page blanche à la date de sa naissance. Donc là, il se dit qu'il y a quelque chose, effectivement, qui ne va pas. Ce serait quand même bizarre qu'un père, le jour où son fils naît, n'indique rien dans ses journaux intimes. Et voilà, il va recouper ensuite plusieurs informations qui font qu'il va comprendre qu'il n'est pas le fils de ce père. Alors que dans le film, vous voyez, ça se passe un peu différemment, puisque déjà, il surprend sa mère avec un autre homme, là aussi qui est joué par un autre journaliste de cinéma, ami Truffaut, c'est Jean Douchet, qui joue l'amant. Donc bon, c'est déjà la mère adultère. Le père, depuis le début, on voit bien que c'est un homme montré comme impuissant, qui ne peut rien face à cette femme, qui assume un rôle de père, mais sans en être vraiment un. Et puis, la scène de ménage, où là, il entend le père lui dire « je lui ai quand même donné un nom à cet enfant ». Et c'est là le déclencheur, et c'est là qu'Antoine comprend effectivement qu'il n'a de ce père que son nom en réalité. Alors, donc, autre fait autobiographique, François Truffaut, lui aussi, était souvent livré à lui-même, donc une mère qui est par beaucoup de traits comparable à celle qu'on voit à l'écran, des parents qui, comme dans le film aussi, sont souvent absents le week-end. Alors, ce n'est pas des rallyes automobiles, mais ils font partie d'un club qui est le club alpin, et ils partent s'entraîner à l'alpinisme, des week-ends entiers laissant l'enfant livré à lui-même. Donc, il lit beaucoup. Balzac, son auteur fétiche, comme Antoine. Il va au cinéma aussi. Et donc, aussi, également, il fait beaucoup de bêtises. Et ces bêtises, il les fait avec un de ses meilleurs amis, qui deviendra un complice de cinéma aussi de Truffaut. C'est Robert Lachenet, qu'il fera jouer dont il fera jouer le rôle par le jeune René dans le film. Alors, autre élément important aussi dans cette relation au cinéma, et pour comprendre la dédicace également à André Bazin, au début du film, vers 15 ans, François Truffaut, qui est passionné de cinéma, féru de cinéma, décide de monter un ciné-club. Et un ciné-club, c'est bien, mais ça a une existence officielle, il faut louer les copies de films, et ça coûte de l'argent. Et bientôt, il est endetté. Ils se sont fait en plus rouler avec Robert Lachenet, donc l'équivalent du petit René. Ils se sont fait rouler par un distributeur. Et bref, c'est un peu la spirale infernale. Et c'est alors que François va avoir une idée, mais totalement stupide, comme c'est dit dans le film, pour essayer de remettre ses comptes à la normale. Il va décider de voler une machine à écrire. Donc c'est un événement qui est réellement arrivé. Et volant cette machine à écrire, c'est là qu'il se fait pincer. Son père l'amène à la police. Alors au passage, autre petit point commun avec Hitchcock, qui avait vécu le même épisode aussi. Son père l'ayant amené à la police, qui l'avait traumatisé étant jeune. Et donc François, là, tombe dans la délinquance et entre dans un centre d'observation, comme on le voit ici. Alors là, à ce moment-là, sa vie est vraiment part un peu en vrille, comme on le dit familièrement. Et il faudra toute la générosité d'André Bazin, qu'il avait connu Bazin donc, à cet âge-là, 14-15 ans. Il a connu André Bazin, qui lui était déjà un grand critique de cinéma, parce que Bazin s'occupait d'un autre ciné-club. Et François pensait que le ciné-club d'André Bazin lui faisait de la concurrence. Donc il est allé rencontrer André Bazin pour lui dire « Écoutez, moi aussi j'ai un ciné-club, et puis il y a trop de monde au vôtre, du coup les spectateurs viennent pas au mien. » Et c'est comme ça qu'ils se sont liés d'amitié. Et André Bazin, alors pour le situer dans le temps, il est un très très célèbre critique depuis 47, 48, c'est là que Bazin commence à être très très connu. André Bazin va le prendre sous son aile, et c'est vers lui qu'ira Truffaut quand il sera le plus désemparé dans sa vie. Et Bazin va devenir littéralement un père spirituel pour Truffaut. Et vous verrez que le cinéma de Truffaut, la question de la filiation, elle est vraiment omniprésente. Donc le film Les 400 coups là, est dédié à André Bazin, ce père spirituel, celui qui l'a sorti de la délinquance.
Alors vraiment, très concrètement, Bazin l'a accueilli chez lui avec son épouse, il a vécu avec le couple, il y a eu cette idée d'une passation, d'une transmission de l'amour du cinéma. Donc c'est vraiment voilà, ce père spirituel, le père qu'il n'a pas eu. Et puis, eh bien, on voit aussi la naissance du fils spirituel de François Truffaut, c'est Jean-Pierre Léaud qui joue Antoine dans le film, qui va devenir son alter ego. Dans cette question de la filiation, non seulement c'est une thématique dans les films, mais on voit qu'elle gouverne aussi la manière de penser l'acte de faire des films chez Truffaut. Toujours en reconnaissance envers certains aînés, mais aussi, bien évidemment, en pensant à lui-même, aux impacts de sa propre manière de filmer. Alors, je m'en tiens là pour la présentation. Est-ce que c'est possible d'avoir le diap sur clé? Ok. Alors... Alors, comme il faut 2 minutes pour monter en régie et lancer le diaporama, autre petite précision, peut-être comme je parlais de l'affiliation, tout petit mot aussi, donc je vous disais cette volonté des cinéastes de la Nouvelle Vague de renouveler le cinéma français, de faire appel à des gens qui ne sont pas connus, des nouveaux visages. Jean-Pierre Léaud, le casting pour lui s'est passé suite à une petite annonce dans le journal François. Donc François Truffaut passe une annonce disant qu'il cherche un jeune acteur de 12-14 ans. Et c'est Jean-Pierre Léaud qui va se présenter. Alors Jean-Pierre Léaud, lui aussi, c'est quelqu'un qui connaît très bien le milieu du cinéma. Sa mère, c'est une actrice pas très très connue aujourd'hui, mais à l'époque, il marche assez bien. Et puis son père est scénariste. Donc on est quand même dans ces milieux-là. Et Jean-Pierre Léaud va énormément plaire, dès qu'il fait des essais, à François Truffaut par sa spontanéité, son bagou, sa manière de parler extrêmement naturelle. Voilà, le choix va être pour lui, pour Truffaut, ça va être une évidence dès qu'il va voir Jean-Pierre Léaud. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le choix de Jean-Pierre Léaud lui fait aussi revoir un petit peu le rôle d'Antoine. Antoine, au départ, François Truffaut l'avait écrit un peu en pensant à lui-même, donc comme un être beaucoup plus fragile que celui qu'on voit dans le film, beaucoup plus vulnérable. Et quand il a face de lui Jean-Pierre Léaud, vous voyez le bagou qu'il a, qui est assez incroyable, ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'est Antoine dans la version écrite. Donc il va finalement essayer de faire un petit peu un transfert en échangeant les rôles de René et les rôles d'Antoine. Et ça, c'est pas anodin de le dire, parce que ça nous montre bien que pour Truffaut, c'est la réalité qui doit primer et qui peut faire changer le scénario. Alors que la plupart des cinéastes demanderaient à leur acteur de se plier au scénario. Là, c'est l'inverse qui se passe. On modifie le film pour que l'acteur puisse exprimer ce qu'il a de meilleur en lui et toute sa vérité. Et donc le personnage d'Antoine va devenir beaucoup plus sûr de lui, il va avoir beaucoup plus de bagou qu'initialement. Et à l'inverse, le personnage de René, lui, vous l'avez vu, alors c'est un petit malin, un petit insolent aussi, mais voilà, beaucoup plus en retrait et probablement un peu plus fragile. Il va moins à la confrontation avec les autres, sauf ce moment où il se fait virer de la classe, évidemment. Alors, ça y est, on a le diaporama. Alors, par contre, c'est pas moi qui vais... Je vous fais signe pour changer les diapos. Oui, tout à fait. Ok, alors... Donc, allez-y, je regarde en même temps. Voilà, donc ce que je vous propose, donc ça va être de commencer, d'aller du plus général au plus particulier, comme je l'ai fait ici en partant du contexte global pour aller vers le film. Là, c'est la même chose, du plus général, c'est-à-dire la structure, pour aller sur des éléments plutôt d'analyse de l'image, si vous voulez. Alors, la structure du film, vous pouvez mettre la diapo suivante. Je ne vais pas tout relire, il y aurait beaucoup trop de choses. Mais ce que j'ai fait là, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle un découpage du film. Donc tous les événements importants que j'ai listés. Et j'ai mis 2 couleurs pour pouvoir différencier en noir, alors on va dire les éléments soit neutres, soit les éléments connotés dramatiquement, et en bleu,
j'ai mis des éléments qui sont des éléments plus légers. Et pourquoi j'ai fait ça? Alors, est-ce qu'on peut aller sur la diapo suivante? Ouais, non, pardon, j'ai tout mis sur une, pardon, c'est que je ne peux pas lire en même temps. Ah bah oui, c'est bon, pour celui-là, j'ai pu tout mettre. Et ce qui m'intéressait en faisant ça, c'est de vous montrer déjà que ce qui fait aussi l'une des originalités du film, qu'on pourrait dire que ce film, c'est un film sur la délinquance. C'est un film sur un enfant qui va tomber dans un engrenage, passer d'une petite bêtise à une bêtise plus grosse, puis encore plus grosse, jusqu'à l'enfermement. Mais précisément, l'intelligence de Truffaut, c'est qu'il parvient à éviter de faire un film, ce qu'on appelle un film à thèse, un film de démonstration qui serait trop homogène, on va dire, et sans nuance. Et là, en mettant en bleu les moments de légèreté, je pense que vous voyez bien que dans la structure du film, on voit qu'on passe de moments qui sont des moments effectivement dramatiques, les punitions du début, la punition et puis les bêtises de plus en plus grosses. Au départ, simplement la pin-up, puis après l'école buissonnière, etc., etc. Mais tout ça, c'est contrebalancé par des éléments comiques ou par des éléments de registre comique, des éléments de détente. Et le film, comme ça, alterne de l'un à l'autre. Ce qui fait qu'effectivement, on n'a pas cette impression d'assister comme en retrait à, disons, un événement qui serait déjà écrit par l'avance. Il n'y a pas l'idée que tout est écrit et qu'il ne peut advenir que ce que déjà on aurait pu présumer dès les premières minutes. On est vraiment dans une action beaucoup plus riche que ça. Et il me semble que c'est intéressant aussi. Alors d'une part, ça évite la lourdeur des films du genre film à thèse, mais ce qui est intéressant aussi dans cette manière d'écrire les choses, c'est de voir que finalement, c'est déjà une manière d'écrire le film de cette façon-là, c'est déjà une manière d'adopter le point de vue d'Antoine. Parce que nous, en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'on se dit? Quand on résume le film, on a tendance à se dire, ben voilà, c'est un enfant qui va faire des bêtises de plus en plus grosses jusqu'à tomber dans la délinquance et se faire enfermer. Sauf que du point de vue d'Antoine, il n'y a pas de relation de cause à effet systématique. Alors, quand il fait une bêtise, il sait qu'il va être puni. D'accord? Ça, au début du film, on le voit bien. En revanche, arrive le moment où il fait une bêtise monumentale, et lui-même en inconscience, il dit à l'instit que sa mère est morte. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, il se prend une bonne gifle au départ, mais c'est tout, ça retombe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au contraire, on va être dans les moments plus de bleu. Qu'est-ce qui va se passer? La mère, contre toute attente, en tout cas au départ, va se rapprocher de lui. Il a dit qu'elle était morte, et en fait, il va y avoir des moments paisibles dans la famille. Pourquoi? Bien évidemment que la mère est très calculatrice, et l'école buissonnière a été le moment de cette rencontre qu'elle n'avait pas du tout prévue, où le fils sait désormais qu'elle commet un adultère et qu'elle a un amant. Donc à partir de ce moment-là, le fils et la mère vont être tenus par une sorte de pacte secret qu'elle va passer, c'est la fameuse conversation où on voit, donc elle lave Antoine, elle le met dans le lit, elle le chouchoute, etc. Et là, il y a une connivence qui commence à se forger entre la mère, et c'est un peu forcé avec le fils, et tout d'un coup, on va avoir des actes de détente. On va sortir au cinéma, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Antoine se plaît à lire Balzac. Voilà, il se passe plusieurs choses comme ça, positives. Et on oublie en quelque sorte les événements, les bêtises qui se sont déroulées au début et qui semblaient nous amener sur un équilibre très très instable. Tout d'un coup, ça disparaît, et du point de vue de l'enfant, il y a une sorte de retour à la normale. Donc on voit que le récit comme ça est loin d'être linéaire. C'est pas du tout, il n'y a pas du tout de déterminisme, si vous voulez. Au contraire, on est clairement du point de vue d'Antoine, où finalement il n'y a pas de relation de cause à effet. Les réactions des adultes, des fois, peuvent les conduire finalement à ne pas aller au bout de la logique qui voudrait qu'on punisse beaucoup plus un gros mensonge qu'un petit mensonge. Et au contraire, il va y avoir ce moment d'accalmie. Voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses ou s'il y a des éléments qui vous ont frappé sur cette question-là. L'idée, selon moi, de cette absence un petit peu de logique implacable qu'il y aurait. Non? Alors, ça, c'est tout l'inverse. Ce que fait Truffaut ici, où à chaque fois, donc, on est au plus proche d'Antoine, on vit vraiment les éléments avec lui, et finalement, on est aussi un peu surpris que ces grosses bêtises ne soient pas suivies de plus grosses punitions.
Ça, pour Truffaut, c'est une manière aussi de réagir contre d'autres films sur la délinquance qui, précisément, eux, faisaient le choix de montrer une logique implacable et une sorte de descente inévitable de la part des enfants. C'est comme dans Chien perdu sans collier, par exemple, qu'en 51, qui est adapté de Cesbron, où là, on a le point de vue des adultes et des adultes pour qui tomber dans la délinquance, c'est quelque chose de très logique. Ça, Truffaut, ayant été lui-même un délinquant, refuse de montrer ça. Pour lui, il n'y a pas, dans le destin d'Antoine, de logique à tomber dans la délinquance. Il y a des injustices, il y a des secrets familiaux, mais il n'y a pas de logique délictuelle. Il veut vraiment briser ça, Truffaut. Alors, la diapo après la structure. Voilà. Alors, plus précisément, donc le point de vue de l'enfance. Alors, Antoine, donc on l'a dit, c'est vraiment le personnage central du film. Il est présent dans quasiment toutes les scènes et le film va adopter son point de vue. Ce qui est particulier là aussi, autre choix assez novateur de Truffaut, c'est que le personnage d'Antoine n'est pas très... C'est Truffaut qui le dit, n'est pas un personnage très sympathique. Et notamment pendant le tournage. Alors tout à l'heure, j'ai dit qu'il voulait laisser à Jean-Pierre Léaud des possibilités d'improviser, mais Truffaut, évidemment, le dirige quand même. C'est quand même un acteur, tout n'est pas improvisé dans le film, loin de là. Et notamment Jean-Pierre Léaud, du haut de ses 12 ans à peu près à l'époque, lui, il voulait rendre son personnage plutôt sympa, parce qu'il s'identifiait à son personnage. Et il voulait sourire ou le faire blaguer. Et Truffaut l'empêchait tout le temps de sourire. Il refusait que Antoine soit un personnage souriant, parce qu'il refusait que le personnage gagne l'empathie du public par sa mine sympathique et par ses sourires. Il fallait que l'empathie se crée ailleurs, d'une autre manière simplement que par la facilité d'un beau sourire d'enfant qui forcément nous rendrait empathiques envers lui. Et ça va vraiment être, ce jeu d'empathie qui va bien se créer, mais pas avec les facilités, ça va vraiment être en travaillant la question du point de vue. J'ai commencé à le dire tout de suite, on est vraiment dans un film qui travaille à partir du point de vue de l'enfant, et les adultes sont vus à travers ses yeux en quelque sorte, dans tout aussi ce qu'il peut y avoir d'illogique dans leur façon d'être, dans leur façon de se comporter. Alors, au passage, si on peut avancer l'autre diapo, voilà. Quand je dis qu'on voit du point de vue de l'enfant, il y a même à plusieurs reprises dans le film, si on peut voir un peu plus gros, parce que du coup c'est très noir. Ouais. Il y a même à plusieurs reprises dans les films, et pour moi ça fait partie des plus beaux plans, des plans subjectifs ou quasiment subjectifs. C'est très rare au cinéma de voir littéralement par les yeux d'un personnage. On a l'impression que c'est très fréquent, mais en réalité c'est très rare. Dans Les 400 coups, il y en a au moins un, c'est celui que vous voyez en haut, donc ça se lit de gauche à droite, c'est quand Antoine se retrouve en prison, qu'il passe la nuit au commissariat, et là on voit à travers ses yeux. Et on voit à travers le grillage de la cage qui lui tient le lieu de prison. Donc vous voyez, là on voit les trois, si vous voyez, les trois prostituées, l'affiche du commissariat, et puis là un des policiers de dos. Donc là, littéralement, on est enfermé à côté d'Antoine, on voit par ses yeux. Tout d'un coup, on a une sorte de contre-champ très violent, où on nous fait ressentir viscéralement l'enfermement d'Antoine. Et puis, il y a quelques autres plans qui ne sont pas tout à fait des plans subjectifs, parce que ça n'adopte pas exactement, la caméra n'est pas exactement à l'emplacement du comédien, mais c'en est très proche. C'est quand on est à l'intérieur du car, donc c'est la bande du centre, quand il rentre dans le car de police et part, là aussi on a un contre-champ, donc on voit, pour la première fois, on voit l'enfant pleurer. On ne le voit pas sourire, mais on ne le voit pas pleurer non plus auparavant. Là, on voit la larme, la nuit qui coule. Donc là, la tristesse, pour le coup, qui se lit, cette fois-ci vraiment. Il y a quelque chose là qui lâche. Et puis, dans les plans suivants, on voit... Alors, vous voyez que ce n'est pas un plan subjectif, parce qu'on voit Antoine à l'image. Mais on adopte son point de vue. Clairement, on est à ses côtés. On est vraiment là dans l'empathie aussi. On est tout proche du personnage. Et on voit Paris qui défile, ce Paris dans lequel il avait tant de plaisir à déambuler.
et dont il sait que probablement il ne le reverra pas avant longtemps, et il est littéralement coupé de ce monde-là, hein, qui constitue ses racines. Et puis les derniers moments, c'est pareil, c'est pas tout à fait un plan subjectif, mais quand même dans l'intention, c'est de nous montrer, nous faire vivre à travers les yeux d'Antoine son incarcération. C'est les plans au centre d'observation. Quand il arrive et que l'on voit avec une violente plongée, on voit donc la caméra se promener et filmer donc même le plafond avec des grilles, hein, et puis jusqu'à la cellule d'Antoine, où là, il y a je ne sais pas comment on appelle ça en prison, la petite fenêtre avec le loquet qui se ferme. Là, c'est pas un loquet, mais enfin, je trouve pas le mot, le petit volet là, qui se ferme. Donc voilà, on a vraiment dans des plans comme ça, hein, l'idée, c'est vraiment des plans très très forts où on partage la détresse du personnage, mais presque viscéralement. Alors, j'ai pas l'heure avec moi, je le vois pas. Ok, très bien. Alors, donc ça, c'était pour vous montrer ces 3 plans, à quel point ça peut aller loin dans vraiment l'idée de vraiment nous faire partager l'expérience et quasiment de voir à travers les yeux de l'enfant. Plus globalement, tout le film se joue à l'échelle d'Antoine et plus globalement, hein, on est du côté d'Antoine sur la longueur entière du film. Donc je veux bien la diapo suivante. Alors, c'est moi qui me paume. Alors voilà, c'était ça. Alors, précision. Donc là, pour parler aussi, toujours du point de vue. Le film, il est tourné en format dialyscope, qui est un format, on va dire, l'équivalent français du cinémascope. Donc, vous avez revu, c'est un format large. D'accord ? Donc, on a un film qui est dans un format large. Aujourd'hui, on est habitué. C'est les formats principaux. Quasiment tous les films sont en format large. Hein. Même nos télés, maintenant, sont en 16:9. Avant, les télés, elles étaient carrées. Hein, donc, les formats d'image ont une histoire et les formats d'image ont évolué. Quand Truffaut fait Les 400 coups, le format classique, c'est le 1:33. Donc, les films, hein, quand ils sont cadrés, c'est quasiment dans un carré. Donc, c'est vraiment un choix de faire un film dans un format si large comme le dialyscope. D'accord ? Alors, est-ce qu'on peut aller à la diapo suivante? Je l'avais mise, mais je ne vais pas avoir le temps. Voilà, c'est un western pour vous montrer la différence. Aux États-Unis, il y a des films qui ont été faits dans 2 formats. Donc là, vous en voyez en 1:33 et là, en format large, vous voyez ce que ça change. Okay. Bon, je ne vais pas commenter plus, parce que là, je n'aurai pas le temps, mais c'était pour que vous puissiez voir un petit peu la différence de cadrage. En général, où est-ce que je veux en venir? Quand on filme en format large, c'est pas pour rien que le western va être l'un des tout premiers genres à utiliser le format large. Ça va être pour filmer les paysages, pour filmer les étendues. D'accord ? Donc ça va être l'un des premiers usages du format large. On va filmer latéralement pour avoir des grandes étendues. Et qu'est-ce que Truffaut fait ici avec Les 400 coups? Un film en format large, mais pour filmer quoi? Des paysages extrêmement resserrés au contraire. D'accord ? Et ça, il y a comme une sorte de paradoxe. Et pourquoi il fait ça? Ou est-ce que vous avez une hypothèse à avancer sur ce choix du format large et son usage? Non. Eh bien, ce choix-là, ça va permettre de montrer, d'accentuer l'enfermement du personnage. Le film se passe très souvent, la majorité des scènes, c'est des scènes dans des décors d'intérieur. Et qu'est-ce qu'on voit dans... on peut remettre le diaporama là, après les westerns. Voilà. Encore après. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit très souvent? Donc, on est dans des intérieurs. Et ces intérieurs, avec le format large et avec des focales du coup assez courtes, font qu'on voit quasiment systématiquement les murs à droite et à gauche. Donc ça accentue cet effet d'enfermement. Antoine est toujours enfermé entre des murs. Dans la salle de classe, ici vous le voyez dans sa chambre, enfin si on peut appeler ça une chambre, hein, au moment du repas, vous voyez comment on est vraiment, c'est claustrophobe en fait comme ambiance. Hein. Et si on avait eu un format carré, eh ben, on n'aurait pas eu cette impression de claustrophobie de façon si patente, hein, parce que là, il y a vraiment... Ça fait filmer les frontières, si vous voulez. De même qu'il y a souvent des surcadrages, vous voyez, des portes qui gênent, où on voit les personnages
aussi dans des cadres à l'intérieur du cadre. Donc l'enfermement, il est tout le temps souligné. Quand on le dit, c'est évident. Quand on voit le film, on le ressent, mais je pense qu'on n'y pense pas parce que c'est fait, évidemment, très finement. Alors là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un extérieur. Je ne sais pas ce que j'avais prévu, mais j'ai mis diapo juste intérieur, donc peu importe. Voilà. Dans la voiture aussi, là, pour le coup, c'est un moment joyeux, mais on voit à quel point ce cinémascope, à la fois, comme il est large, il fait tenir ensemble tous les personnages, mais ce n'est pas tenir ensemble pour avoir une vraie respiration, comme dans le western que je vous montrais, c'est qu'on a l'impression qu'il faut toujours les compresser pour qu'ils tiennent dans l'image, qu'ils soient tout près les uns des autres, dans ces tout petits espaces. Pour l'extérieur, alors on peut aller la diapo suivante. Qu'est-ce que ça produit sur l'extérieur? Ça produit des choses soit assez identiques, parce que qu'est-ce que ça produit? Alors le scope, on a dit donc ça fait un cadre du coup très vertical, très horizontal. Du coup, on voit beaucoup plus les côtés. Bon, là, en l'occurrence, Truffaut bouche les côtés, mais ça coupe le ciel aussi. Et le pari de Truffaut, il y a quand même les plans du début qui sont en extérieur. Il y a aussi tous les plans où les enfants courent dans les rues qui sont en extérieur. Le pari de Truffaut, déjà, un pari hivernal où le ciel est gris, c'est terne, ça se mélange avec la couleur des murs. Et les ciels sont même très souvent coupés. Je vous en ai mis quelques exemples ici. Donc même en extérieur, là quand même il y en a évidemment, mais même en extérieur, ça ne respire pas beaucoup dans cette image-là. Néanmoins, excusez-moi, j'avais dû, parce que j'ai remis un intérieur là, j'avais dû intervertir mes deux diapos. Ces extérieurs, néanmoins, sont quand même des lieux souvent plus gais que les intérieurs. Parce que les extérieurs, ils sont associés à l'enfance et ils sont associés au mouvement. Et là aussi, c'est une des grandes dualités du film, de même que les enfants et les adultes s'opposent beaucoup, on pourra y revenir. Les intérieurs et les extérieurs également s'opposent énormément. Donc l'intérieur, on a dit, c'est vraiment le lieu de la promiscuité, de l'enfermement, de l'étouffement littéralement. En extérieur, tout de même, parfois, il y a des moments de respiration. On pense évidemment au fameux gag du cours de gym où tous les élèves parviennent à s'échapper. Et vous voyez qu'à un moment donné, Truffaut nous met aux premières loges, littéralement, en filmant la scène en plongée. C'est le photogramme du milieu en bas. Là, on est en plongée et là, on est les meilleurs témoins pour assister à la fuite progressive des enfants, comme dans un jeu. C'est une scène qui a été reprise de Zéro de conduite de Jean Vigo. Et ces extérieurs, on peut penser aussi aux escaliers de Montmartre, quand Antoine et René courent. Et donc l'enfance va être principalement quand même associée au mouvement, là où les adultes, eux, vont être davantage dans les lieux intérieurs et vont être davantage associés à l'immobilité, là où l'enfance est davantage associée à la mobilité. Les enfants, si vous avez bien regardé, ils sont en mouvement perpétuel. Et la caméra, même dans la cour de récréation qui n'est pas grande, la caméra les recadre tout le temps. Les enfants bougent, sauf au cinéma, sauf au Guignol, mais les enfants en liberté, quand ils s'occupent à leur propre jeu, sont constamment en mouvement. Ça, on le verra dans l'argent de poche aussi, évidemment. Alors, sur peut-être la diapo suivante, voilà. Donc toujours sur cette question-là de l'espace, vraiment cette question de l'espace, on voit que c'est très lié à nos thématiques. Donc dans cette relation enfant et adulte, ce qui est aussi très particulier dans le film, c'est le choix, alors pas systématique, il y a évidemment quelques plans qui dérogent, mais le choix quand même très omniprésent du face-à-face entre enfants et adultes. Truffaut montre toujours l'enfant et les adultes dans un face-à-face qu'on devine conflictuel. Soit on les voit ensemble à l'image se faisant face, et là on imagine que la conversation est sérieuse et on veut capter quelque chose qui est de l'ordre d'un échange soutenu. C'est le cas quand on voit Antoine à table avec ses parents qui se font face et alors la mère dit qu'ils sont soudés, mais on les devine quand même souvent en crise, ce couple-là. Mais le face-à-face, c'est aussi très souvent l'usage du chant contre chant, et qui dans le film a une valeur toute particulière.
je veux bien la diapo suivante. Alors, ok. Donc voilà quelques-uns. J'aurais pu multiplier le diaporama pour avoir sur une page, ça me contraignait à mettre que 6 images par diapositive, donc bon, c'est un peu arbitraire, mais on aurait pu les multiplier. Donc vous voyez que ça vous rappelle, en tout cas, c'est un peu un aide-mémoire, que les chants contre chants sont vraiment omniprésents dans le film. À l'école d'abord. C'est le dispositif même, comme on est ici aussi, toujours de la salle de classe, le maître d'un côté sur son estrade, les élèves de l'autre dans la classe. Le face-à-face est là. Il n'y a qu'un lieu qui échappe à ça, comme par hasard, c'est le lieu qu'on dédie au cancre, c'est derrière le tableau, c'est là où on le met. Alors c'est pas le coin, le mot qu'il utilise dans le film, le piquet, voilà. Le piquet, c'est un non-lieu. C'est ni la classe, ni l'estrade du prof, et c'est le lieu où on est caché. On n'existe plus au piquet. Mais sinon, la règle, c'est le face-à-face. Et le professeur fait face à ses élèves. Et vous avez vu, quand je vous disais tout à l'heure que les enfants sont associés à la mobilité, comment la caméra se déplace plusieurs fois, si vous vous souvenez, entre les élèves, on suit le mouvement, l'image de la pin-up, et plusieurs fois, voilà, dès qu'il y a les enfants, il y a des interactions entre eux. Et le mouvement, c'est l'interaction. Donc les élèves font corps en quelque sorte. Par contre, rien ne vient briser le face-à-face entre le maître et les élèves, qui est extrêmement rigide. C'est évidemment une critique de l'éducation par le dispositif même de la salle de classe qui est engagé ici. Autre usage du chant contre chant. Alors du coup, il y a cette image-là, passons là. La mère aussi, très souvent montrée en chant contre chant. Là, c'est un des photogrammes, justement, quand elle a chouchouté Antoine, elle l'a lavé, elle l'a mis au lit, et elle essaie de lui parler gentiment pour dire « mais tu sais, moi aussi, j'ai été jeune, j'ai été comme toi ». Elle essaie d'entrer dans l'empathie, mais simplement pour gagner sa confiance, pour pactiser avec lui, pour évidemment qu'il ne capte pas qu'il l'a vu avec son amant. C'est très, très intéressé, ce moment d'intimité. Et donc, ces face-à-face avec la mère sont omniprésents. Ici, comme vous le voyez, mais aussi, je crois que je l'ai mis plus bas, dans le centre d'observation, où elle a enfin, j'ai envie de dire, alors la mère, voilà, elle est enfin en quelque sorte parvenue à se débarrasser d'Antoine, qui ne cesse de la gêner depuis le début. Et là, vous voyez comment même le champ, donc Antoine est en face, rappelez-vous, on voit la mère donc ici, et comment ce visage est même accentué, effrayant, mais la frayeur qui peut susciter est accentuée par le très gros plan qui ne vient cadrer que son regard extrêmement cruel, ou littéralement, puisque littéralement, elle se débarrasse de lui. Elle lui dit en quelque sorte, là, c'est fini mon petit bonhomme. Tu nous as causé assez de soucis, je n'ai aucun remords, aucun scrupule à te laisser maintenant là où tu es. Elle ne lui parle même pas d'assumer les conséquences, que je pense qu'elle en aurait aussi beaucoup pour elle, des choses à assumer, mais elle rompt avec lui littéralement, sans aucun sentiment. Et la mise en scène, bien évidemment, nous montre ceci. Donc, la mère, et alors vous le voyez aussi, le commissaire, et certains personnages qui ne font que passer sont même, eux, uniquement filmés comme ça, en plan taille, derrière leur bureau et en chant contre chant. C'est vraiment la figure, cette figure du chant contre chant, de l'affrontement, du face-à-face et de l'inégalité, forcément, entre l'enfant qui ne comprend pas les règles et des adultes qui le mettent dans une situation où il doit obéir, où il ne peut que essayer de se défendre, mais avec des moyens extrêmement réduits. On a le commissaire là-haut, on a le juge ici. Et le plan que j'ai mis au milieu en bas, c'est Antoine. Le seul moment où il n'y a pas de chant contre chant, c'est le moment où, dans le centre d'observation, il doit aller voir la psychologue. Et vous vous souvenez, son camarade le met en garde, surtout tiens-toi bien, ça lui regarde pas ses jambes ni quoi que ce soit, sinon ce sera marqué sur ton cahier, sur ton carnet, etc. Et là, Truffaut fait un choix qui va totalement à contre-courant de tous les choix des scènes précédentes dans ce type de situation, puisque l'assistante sociale n'est pas la psychologue n'est pas montrée. Il n'y a pas de contre-champ. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Forcément que ça s'interprète, puisqu'il y a un systématisme précédemment. Si là on déroge
à cet effet systématique, c'est qu'il y a bien un sens, une interprétation. Voilà, c'est pas moi qui le dis, hein, d'autres commentateurs de Truffaut l'ont dit bien avant moi. C'est un moment aussi, ce moment-là, de libération pour le jeune Antoine. C'est le moment, c'est Anne Gillin qui a une belle expression, qui a beaucoup travaillé sur Truffaut, elle dit qu'il se libère du roman familial. Il raconte sa propre version des événements pour la première fois. Auparavant, on a eu la version de la mère chez le juge, on a eu évidemment le père qui dit tout ce qu'il pense de mal de son fils, la mère qui lui dit voilà, comment il agit mal, et là il reprend la parole et il met des mots sur ce qu'il a vécu. Et pour cette scène, qui est tout à fait particulière aussi, eh bien Truffaut, et on rejoint ce que je vous disais au tout début sur la question de l'improvisation et de la nouvelle vague, Truffaut a fait improviser Jean-Pierre Léaud. Il a mis Jean-Pierre Léaud donc, dans cette situation-là, et en face, à la place de la psychologue, c'est Truffaut qui se situait hors champ. Et Truffaut lui posait des questions. Et au montage, il a remplacé sa propre voix par la voix d'une femme qui joue la psychologue. Et Jean-Pierre Léaud étant en confiance avec François Truffaut, avec qui il s'entendait très bien, et voilà, il s'est livré à des improvisations. Et c'est comme ça notamment qu'est apparue, dans le récit d'Antoine, la grand-mère, qui n'existe pas dans le film. Et même dans le scénario, il n'y a aucune mention de la grand-mère. Jean-Pierre Léaud aurait raconté, fusionné, si vous voulez, des éléments de la vie d'Antoine qu'il avait fini par intérioriser, parce qu'il jouait le personnage depuis quelques semaines maintenant, et des éléments de sa propre vie. Donc là, on a bien l'idée qu'on est dans un cinéma proche de la vie, un cinéma où l'acteur, finalement, va apporter quelque chose qui n'était pas inscrit simplement dans le fil, dans la trame de l'histoire. C'est ce qui fait aussi que ce moment-là est très puissant. C'est vraiment un moment de libération pour le personnage, mais ça a été filmé aussi comme un moment de libération pour l'acteur, où il a pu s'en donner à cœur joie pour faire parler Antoine sans aucun dialogue écrit. Et ça, c'est très particulier aussi. Alors, j'avais encore des choses à dire, mais le temps passe 3 minutes. Peut-être vous laissez la parole, si vous voulez la saisir cette fois, s'il y a une chose notamment dont on n'a pas parlé qui vous a ému, surpris ou révolté. Je ne sais pas si le film peut révolter. Normalement, j'ai dit qu'on était plutôt dans l'empathie, mais pourquoi pas? Peut-être que moi, je peux vous renvoyer la balle. J'ai envie, parce que je vois que vous êtes quand même très jeune dans l'assistance. Est-ce que le film vous a semblé ou non vieilli, ou est-ce que le film parle toujours aux générations les plus actuelles? Truffaut le voulait universel. Est-ce qu'on peut dire qu'il est universel pour son époque, mais est-ce que l'universalité franchit les décennies? Non. Pas de... Alors, juste pour conclure du coup, parce que j'ai insisté quand même sur à la fois vous voyez, des dispositifs de mise en scène très précis, mais il y a aussi de l'improvisation. C'est un film à multiples facettes. Si vous le revoyez ou quand vous le reverrez, essayez d'être attentif à là aussi un autre élément de la structure générale du film, qui est le fait que le film finalement finit un peu comme une spirale, c'est-à-dire que toute la fin reprend son début, mais dans des paysages différents. Au défilé de la caméra dans les rues de Paris, qui était un peu le regard de l'enfance aussi, qui court dans les rues de Paris, eh bien on va voir la fuite d'Antoine à travers la campagne normande. Et on va voir comme ça, vous verrez comment, pareil, donc après le générique du début, on avait l'école, et bien à la fin, on est au centre d'observation et on regagne la liberté. Donc on a 2 moments de liberté aux extrémités, 2 lieux d'enfermement, juste après la première scène, si je suis claire, après le générique, et avant la scène finale. Il y a une symétrie qui est incroyable. Donc voilà, quand je dis qu'il n'y a pas d'engrenage, ça c'est vraiment effectivement dramaturgiquement, on voit que le personnage est quand même livré dans un monde qui n'a pas forcément des règles très strictes, qui n'est pas très cohérent, pas très logique, mais le film lui-même, en revanche, dans sa construction, est extrêmement cohérent et extrêmement logique, et du coup extrêmement tenu aussi. Voilà. Eh bien écoutez, s'il n'y avait pas de questions, je m'en tiens là et j'espère avoir livré quelques clés